Alors le sommeil, un rythme biologique. Notre sommeil occupe un tiers de notre vie. À 60 ans, vous aurez dormi 20 ans et rêvé 5 ans. Dormir et se reposer est une fonction biologique vitale et non un luxe. C'est un besoin fondamental qui interagit avec les autres besoins vitaux de l'être humain. Entre éveil et sommeil, un rythme nécessaire. Durant notre sommeil surviennent de grands changements dans le fonctionnement de notre corps. L'activité de notre cerveau, notre respiration, notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, notre température corporelle, tout se modifie. Le sommeil est donc indispensable car il joue un rôle dans le développement des circuits nerveux, ainsi que dans la maturation cérébrale et la mémorisation. Il permet aussi le développement corporel, la stimulation de notre système immunitaire, l'élimination des toxines, la production des hormones de croissance et la réparation des tissus. Oh, les liens entre le cerveau et le sommeil. Le sommeil est une fonction physiologique commandée par le cerveau. Le sommeil est un état physiologique temporaire, immédiatement réversible, reconnaissable par la suppression de la vigilance conscience à l'environnement et le ralentissement du métabolisme, fonctionnement, entre parenthèses, corporel. Dictionnaire Larousse. Le cerveau coordonne toutes les fonctions corporelles, motrices, bougées et physiologiques, cognitives ou intellectuelles, opérations mathématiques, langage, mémoire, reconnaissance, concentration, orientation, analyse et jugement. Le sommeil est sous l'influence d'un tissu cérébral particulier situé dans l'hypothalamus, composant du cerveau. Cette substance dite grise est constituée d'axones très longs, prolongements nerveux des neurones. Le fonctionnement des axones, les nerfs, est de transmettre les influx nerveux. Cette transmission d'influx dépend de neurotransmetteurs et de neuromédiateurs spécifiques, les hormones libérées durant la nuit. Parmi elles, la mélatonine, appelée l'hormone du sommeil, induit l'état de sommeil. Elle est produite tous les jours au calme et dans l'obscurité entre 1 et 3 heures du matin. Mais les rythmes biologiques, la chronobiologie. Pour comprendre la physiologie, le fonctionnement du sommeil, quelques notions de chronologie sont nécessaires. La chronobiologie est l'étude des rythmes biologiques ou horloges internes. Ce sont des variations périodiques d'une fonction ou d'un système à partir d'une échelle de temps. Autrement dit, ce système n'est en action qu'à certains moments seulement. Ces rythmes seraient inscrits dans les gènes au niveau des chromosomes, mais les habitudes individuelles interviennent également sur les mécanismes physiologiques du sommeil. Ce sont les facteurs internes. Nous avons tous un comportement différent par rapport au sommeil. Les couches tôt, les couches tard, ceux qui se lèvent aux aurores, ceux qui font la grasse matinée ou la sieste. Les variations induites par la nature et le lieu dans lequel nous vivons, le lever et le coucher du soleil, été, hiver, zone chaude, froide, ville, campagne, aussi une influence sur ces rythmes biologiques. Ce sont les facteurs externes, par exemple éclairage, par exemple le décalage horaire lors d'un voyage hors continent. Les biorhythmes. A. Définition. Un rythme biologique ou biorhythme se définit comme la variation périodique ou cyclique d'une fonction particulière d'un être vivant et se caractérise par sa période, c'est-à-dire le temps mis pour effectuer un cycle. Il peut être d'ordre physiologique, activité cardiaque, activité électrique cérébrale, cycle de reproduction, biochimique, synthèse moléculaire, neurotransmetteurs, sécrétion hormonale, hormones de croissance, insuline, comportemental, sommeil, migration, parade sexuelle. Les différents types de rythmes et de cycles biologiques. Toutes les fonctions biologiques sont réglées par cycle, selon une durée de temps qui leur est spécifique. Or, par minute, les pulsations cardiaques et les fréquences respiratoires, par 24 heures, certaines glandes, le cortisol, l'hormone de mobilisation des réserves métaboliques et du stress, entre 6 heures et 8 heures chaque matin, la mélatonine vers 2 heures. Mensuel, les menstruations, règles chez la femme en capacité de procréer, annuel, migration et reproduction d'animaux, poussées végétaux, etc. Les cycles circadiens se renouvellent tous les 24 heures. L'alternance veille-sommeil est donc l'exemple type de rythme circadien. Les types de rythmes biologiques. Les rythmes ultradiens, période inférieure à 24 heures. Les rythmes circadiens, période d'environ 24 heures. Infradiens, période supérieure à 24 heures. Ça ne se produit pas souvent qu'ils sont infradiens. Ils sont ultradiens. Alors, alternance veille-sommeil circadien, variation des défenses immunitaires circadien, cycle mensuel infradien, c'est pas souvent qui est inférieur, la fréquence est inférieure, c'est infradien. Le rythme alimentaire ultradien, le rythme respiratoire ultradien, variation de température corporelle circadien, éveil, actif, efficacité, activité, performance physique. En 2 heures, sommeil le plus profond.
à 2h du matin. 4h30, température la plus basse du corps. 7h30, arrêt de la sécrétion de mélatonine. 8h30, péristaltisme intestinal fréquent. 10h, meilleure vigilance. 12h, repli, fatigue, détente, sieste. 15h, baisse de la vigilance. 17h, plus haute force musculaire. 18h30, plus haute pression sanguine. 19h, plus haute température du corps. 21h, début de sécrétion de mélatonine. 22h30, arrêt du péristaltisme intestinal. 24h, sommeil de nuit. Une expérience hors du temps. En 1962, Michel Siffre, jeune géologue de 23 ans, s'isole sans montre dans un glacier souterrain à 130 mètres de profondeur pendant 58 jours. Cette expérience se révèle très utile pour la connaissance des rythmes biologiques. Il était incapable d'évaluer le temps. Ainsi, il établissait à 4 heures une journée de 14 heures. À la fin de son séjour, son estimation personnelle était de 25 jours pour cette expérience hors du temps. La synchronisation et la désynchronisation des rythmes. A. Les synchroniseurs. Les rythmes circadiens d'origine endogène émanant de l'organisme lui-même sont synchronisés par des facteurs environnementaux appelés synchroniseurs ou donneurs de temps. Alternance jour-nuit, horaire de repas régulier, heure de lever fixe, horaire de vie sociale, emploi du temps scolaire, travail, activité sportive. Ces synchroniseurs sont des opposés alternatifs qui coordonnent les périodes d'éveil et de repos. Lumière et obscurité, bruit et silence, froid et chaleur. Ainsi, au crépuscule, les plantes abaissent leurs feuilles, les fleurs ferment leurs corolles, les oiseaux cessent de chanter, tandis que d'autres manifestations ne se déroulent que la nuit. B. L'organisation circadienne des états de vigilance. Chez l'homme, cette instauration circadienne des états de vigilance s'acquiert progressivement après la naissance. Si on laisse un nouveau-né dormir quand il le veut en le nourrissant à la demande, l'acquisition de cette synchronisation est beaucoup plus lente. Dans les 2 ou 3 premières semaines, le rythme reste anarchique et on voit petit à petit s'installer en fonction de la maturation nerveuse un rythme endogène de plus de 24 heures. Plus tard, ce rythme se calera spontanément à 24 heures sous l'influence des synchroniseurs externes. Chez les personnes âgées survient de nouveau une désorganisation des rythmes circadiens, sans doute en raison de l'affaiblissement de l'horloge biologique interne liée à la raréfaction neuronale. Synchroniseurs, donc là ils ont mis par exemple jour-nuit, température, entre stimuli. Voie d'entrée, par exemple l'œil, oscillateur central, oscillateur secondaire, voie de sortie, donc rythme physiologique circadien, oscillation d'hormones, activité locomotrice, nourriture, température, etc. Pour la plupart des espèces végétales et animales, l'alternance lumière-obscurité joue un rôle de synchroniseur. Chez l'homme, les signaux lumineux sont perçus par la rétine, qui la transforme en signaux nerveux acheminés jusqu'au noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus. Ces noyaux représentent l'horloge biologique interne, permettent la synchronisation d'un grand nombre de fonctions physiologiques, thermorégulation, sécrétion hormonale et comportementale, activité motrice, faim, soif, activité sensorielle avec le cycle jour-nuit. C'est les rythmes sociaux. Notre vie est scandée par des facteurs sociaux, parmi lesquels on peut citer les horaires de lever, contraintes professionnelles et les horaires de repas, l'emploi du temps professionnel ou scolaire, les activités sportives, culturelles ou associatives, les désynchronisateurs. 2 fois par an en France, nous changeons nos horaires pour passer à l'heure de l'hiver en octobre et à l'heure d'été en mars. Ce décalage temporel nécessite une adaptation de notre horloge biologique qui dure quelques jours. Au cours de cette période, on observe des changements comme des troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, des somnolences diurnes, des modifications de la température corporelle ou encore de l'appétit. La désynchronisation entre les rythmes internes et les rythmes de vie peut entraîner le cercle vicieux de la chronofatigue. Les déséquilibres, excès, carence de sommeil, excès ou carence de travail, de sommeil, de stimulation effective entraînent une chronofatigue, asthénie diurne, trouble du sommeil, diminution de l'adaptabilité à l'environnement qui génère à son tour des déséquilibres, etc. Le cas particulier des rythmes professionnels. Les horaires décalés ou de nuit nécessitent un réajustement constant de l'horloge biologique. Et le travail de nuit ou posté, horaire organisé par tranche de 8 heures pour assurer la continuité de la production et des services, peut avoir des conséquences importantes à long terme. Troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, insomnie, troubles de l'alimentation consécutifs au décalage horaire, aux erreurs diététiques, grignotage sandwich, etc. Troubles de la vie sociale et privée, non-participation à la vie sociale, aux responsabilités collectives, à l'éducation des enfants, etc. Troubles psychosomatiques, augmentation du nombre de salariés atteints de malaise, de crampes, de fourmillements, de fatigue chronique, troubles nerveux dus à la fatigue, vertige, humeur changeante avec agressivité, angoisse, baisse de la vigilance à certaines heures entraînant des accidents de travail.
Afin de prévenir ces complications, il faut être vigilant et préserver son sommeil en adoptant certaines règles de vie. Essayez de dormir au moins 7 heures par jour en 2 épisodes. Sommeil de 5 à 6 heures après le travail, complété d'une sieste de 1 à 2 heures. Avoir une alimentation équilibrée. S'exposer à la lumière avant le travail et éviter la lumière après le travail. Pratiquer une activité physique régulière. Les cycles du sommeil, c'est la physiologie du sommeil se décompose en 2 états, l'état de sommeil et l'état de veille. Chaque état se divise en phases et, pour certains, en stades. L'état de sommeil 1. L'état de sommeil comporte 2 phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, dit calme, comprend 4 stades de 1 à 4. Stade 1, endormissement. Les paupières s'alourdissent, les idées se confusent ou bien c'est le flou cérébral. Les yeux plafonnent dans les orbites sous les paupières fermées. La personne bat et la température corporelle baisse car le corps se met en veille. Le sujet peut cependant être réveillé à tout moment sur sollicitation. La durée de ce stade dépend de plusieurs paramètres, notamment environnementaux. La literie, température de la pièce, soucis, ainsi de la position préférentielle du corps durant ce sommeil, chien de fusil allongé à plat ventre sur le dos, etc. Stade 2, sommeil léger. La respiration se fait ample et régulière. L'activité du cerveau ralentit, mais le tonus est encore conservé et le dormeur se relève très réceptif au bruit et à tout ce qui peut perturber son sommeil dans son environnement. Bruit, lumière, odeur. Le visage est dépourvu d'émotion, il est neutre. Il arrive que la communication ne soit pas totalement rompue avec un tiers, mais les propos tenus et entendus ne sont pas mémorisés. Le sommeil s'approfondit, le sujet est alors endormi. Si on l'appelle au bout de quelques minutes, le réveil reste facile et il aura conscience d'avoir endormi. Stade 3, sommeil très profond. Après quelques dizaines de minutes, le sommeil s'approfondit encore. Les muscles se détendent, les rythmes cardiaques et respiratoires diminuent. Le sujet, insensible à l'environnement, est profondément endormi. À ce stade, la personne peut parler dans ses songes. Plus l'activité cérébrale décroît, plus le dormeur sera difficile à réveiller, car son cerveau devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures. Éveiller un sujet durant ce stade est dangereux. Il serait désorienté, risque de chute, malaise, etc. Stade 4. Sommeil lent, très profond. À ce stade, le réveil est très difficile. On observe une décontraction musculaire progressive. Cette étape permet une récupération physique. Les rythmes biologiques s'accélèrent. Durant ce stade, l'hormone de croissance et les anticorps sont synthétisés. Chacun de ces 4 stades dure environ 20 minutes chez l'adulte. B. Le sommeil paradoxal. Stade 5. Sommeil paradoxal. Puis le sommeil lent, très profond s'interrompt. Faisant place au premier épisode du sommeil paradoxal, période des rêves, mais pas uniquement. On rêve également en sommeil lent, qui survient après 60 à 75 minutes de sommeil environ. Ce premier épisode ne dure que quelques minutes, 15 à 20 minutes. Le dormeur est difficile à réveiller, son tonus musculaire est aboli alors que son cerveau se révèle très actif, d'où son nom de paradoxal. On reconnaît le sommeil paradoxal également à la présence de mouvements des yeux du dormeur appelés mouvements oculaires rapides. C'est la phase de récupération nerveuse et de mémorisation des activités de la journée. Cette ultime étape du sommeil est située juste avant l'éveil passif, stade 6, voire plus bas. Elle se caractérise par un sursaut du corps avec animation du visage et mouvements oculaires rapides. Les pauses respiratoires sont constatées notamment chez le nourrisson, tandis que le cœur bat plus vite. C'est le temps des rêves et des cauchemars. L'endormissement. Phase de somnolence de transition avec réduction de la vigilance et de la fréquence cardiaque. Le sommeil léger. Les sons quotidiens sont perçus sans être gênants. Le sommeil profond. Sommeil calme. Les sons ne sont plus perçus. Le relâchement du corps est total. Le sommeil paradoxal, le sommeil profond agité, le cerveau est en intense activité, il mémorise et se perfectionne, c'est la phase des rêves. L'hormone de croissance est active. Alors 2, l'état d'éveil. L'état d'éveil se divise en 2 phases, l'éveil actif et l'éveil passif. Éveil actif, on constate pendant cet état une conservation du tonus musculaire ainsi que de l'activité cérébrale volontaire et consciente. La personne agit, communique, étudie et travaille. Cette période est hors travail de nuit, diurne, durant le jour. Au réveil, le sujet bâille, s'étire et théoriquement ressent une sensation de bien-être. B. L'éveil passif ou phase intermédiaire, stade 6. L'éveil passif se caractérise par de courts réveils durant la période de sommeil ou, inversement, par de petits sommeils durant la phase d'éveil. Cette forme de relaxation intense se manifeste pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour et par nuit. Les yeux sont dans le vague, la communication avec l'extérieur se coupe. Le sujet soupire, ressent le besoin de respirer amplement ou de bâiller. 3. La durée des cycles. Sommeil lent léger, puis sommeil lent profond, puis sommeil paradoxal. Le dormeur a accompli son premier cycle de sommeil de 90 minutes environ. Notre organisme fonctionne donc de façon cyclique, de jour comme de nuit. Ces cycles se succèdent au cours de la nuit autant de fois que notre organisme en a besoin pour récupérer, et tant que le réveil ne sonne pas.
La nuit est une succession de 3 à 6 cycles de sommeil pour une durée allant de 6 à 8 heures en moyenne. En effet, les besoins en sommeil, la durée des cycles et leur fréquence sur 24 heures varient selon l'âge et l'activité, notamment professionnelle, travail posté de nuit. Un train, cycle de sommeil 1h30 à 2h. Wagon sommeil lent, donc 10 minutes endormissement, 25 minutes sommeil lent léger, 15 minutes sommeil lent profond et 20 minutes sommeil lent très profond. Donc wagon sommeil lent, durée estimée 1h à 1h15, donc 10 minutes endormissement, 25 minutes sommeil lent léger, 15 minutes sommeil lent profond, 20 minutes sommeil lent très profond. Wagon paradoxal et durée estimée 20 minutes sommeil paradoxal, aussi appelé sommeil à mouvement oculaire rapide, Rapid Eye Movement ou REM, stade des rêves, phase de latence quelques minutes, nouveau cycle ou éveil. Une nuit égale 3 à 6 cycles de sommeil entrecoupés de phases de latence. 4. L'évolution du sommeil avec l'âge. Le sommeil évolue sans cesse depuis la naissance jusqu'au grand âge. En quantité et en qualité, le nourrisson dort environ 18 heures par jour. Ensuite, la durée du sommeil va diminuer rapidement dans les premières années de la vie, puis plus lentement. La profondeur du sommeil décroît avec l'âge, 30% de sommeil profond à 10 ans, 20% chez l'adulte, inexistant à 80 ans. Le nouveau-né. L'alternance veille et sommeil est essentiellement rythmée par la douleur de la faim, donc les besoins en apport alimentaire, environ toutes les 3 ou 4 heures. Le nouveau-né est polyphasique, sa durée totale de sommeil est supérieure à 20 heures. B. Le nourrisson. Entre 3 et 12 mois, les épisodes de sommeil se raccourcissent et sont majoritairement plus longs la nuit, sauf inversion des cycles. Cependant, les réveils sont fréquents, plus ou moins en lien avec la digestion et les stimuli des heures précédentes. La profondeur du sommeil paradoxal reste assez marquée. La durée totale du sommeil est d'environ 18 heures à 3 mois, de 14 heures à 1 an, avec des épisodes diurnes. Au moins 1 à 2 siestes en journée. C'est le jeune enfant. Avant l'entrée en école maternelle, le nombre des épisodes de sommeil diminue. Les siestes s'effacent progressivement pour un sommeil nocturne plus long, 10 à 12 heures. L'enfant devient monophasique, même s'il a encore besoin de périodes de repos diurnes pour faciliter son apprentissage, ce qui ne signifie pas qu'il en a envie. Sans sieste, il peut devenir grognon. L'enfant en âge scolaire. D. Le sommeil est nocturne. L'enfant fait moins de siestes, mais les cycles sont plus longs qu'avant, 90 minutes environ, se rapprochant de la durée des cycles de l'adulte au lieu de 20 à 40 minutes. L'adolescent. La somnolence diurne intervient tandis que le besoin de sommeil augmente jusqu'à 10-12 heures en raison de modifications hormonales de la puberté. F. L'adulte, le sommeil est monophasique et l'on constate des réveils nocturnes. Les cycles sont de 90 minutes à 120 minutes. Il dort 7 à 8 heures en moyenne. F. La femme enceinte, les besoins de sommeil sont accrus, induisant des états de sommeil en journée. H. La personne âgée. Après 60 ans, la durée totale du sommeil ne se raccourcit pas ou peu. Mais le sommeil devient plus léger et plus fragmenté. D'autre part, la quantité de sommeil de la journée augmente avec des siestes plus ou moins prolongées, au détriment du sommeil nocturne, ponctué de réveil et d'insomnie. Les cycles sont inversés, la personne âgée devient polyphasique. Pour aller plus loin, recherchez sur internet la pyramide du sociologue Abraham Maslow et demandez-vous où situeriez-vous le sommeil dans ce schéma des besoins. 2. Le sommeil, rôle et fonction. Le cerveau continue d'agir durant le sommeil. Il poursuit ses activités de programmation de toutes les horloges internes. En revanche, les autres organes se reposent tout en se régénérant, ce qui est indispensable à la vie et à la santé. Les effets bénéfiques du sommeil dépendent de sa qualité et de sa durée. A. La récupération physique et la régénération. 1. La récupération de la vitalité physique. La récupération physique a lieu avant la prochaine période d'éveil. L'organisme se dépense pour se nourrir, se mouvoir, etc. Récupérer de ces efforts est indispensable au maintien de la santé de chaque individu. Le métabolisme basal, fabrication des protéines, échange cellulaire, filtration rénale, circulation des influx nerveux, fabrication et libération d'hormones, stockage et déstockage, thermorégulation, etc. est également à prendre en compte dans les pertes énergétiques du corps. 2. La régénération corporelle. La régénération corporelle se produit durant la phase de repos, sieste et sommeil. La régénération restaure les dommages cellulaires causés par nos activités usuelles. Ces réparations se font notamment grâce à des sources énergétiques. Plus les besoins en réparation sont élevés, plus la durée du cycle en stade 3 et 4 s'allonge. Cela explique pourquoi les durées totales du sommeil de l'enfant et de l'adolescent et de la femme enceinte sont plus longues que chez l'adulte. Cette régénération s'effectue grâce aux apports alimentaires en protéines, en lipides et en glucides. Comme tous les tissus, les aires et les centres de la mémoire situés dans le cerveau se régénèrent également. Au cours du sommeil lent a lieu l'élimination des toxines de l'ensemble du système du corps, y compris ceux localisés dans le cerveau, déchets et ammoniac. Sans ces phénomènes de récupération et de régénération, l'élan vital de l'être humain disparaît. 3. Le renforcement de l'immunité. Pendant le sommeil, les défenses immunitaires
sanguines via les globules blancs s'activent et sont renouvelées. La fabrication des anticorps par des globules blancs spécifiques intervient aussi. Cela rend l'organisme moins vulnérable aux infections. La production de prolactine, hormone qui stimule le système immunitaire, dépend également de la qualité du sommeil. 4. La croissance. Durant le sommeil lent, notamment au stade 3 et 4, les processus biologiques hormonaux se mettent en action sous influence de glandes et de tissus stimulés par le système nerveux, hormones de croissance et stockage du glucose, sucre, dans le foie sous influence du cortisol. Alors, les hormones interviennent dans l'allongement de la consolidation du squelette et des organes en général, dont ceux de l'appareil reproducteur, fonction sexuelle et de reproduction. L'hormone principale de cette croissance est la GH, hormone de croissance. Elle est uniquement sécrétée dans les stades du sommeil lent. Ses effets s'appliquent en position allongée. Pour grandir et renforcer sa masse musculaire, il faut se reposer régulièrement. La GH est particulièrement active lors de l'enfance et de l'adolescence. C'est pourquoi il convient d'être très vigilant quant à la qualité et à la quantité de sommeil durant ces périodes de développement. De trop nombreuses ruptures de continuité du sommeil lent peuvent avoir des conséquences sur la taille ou la maturité des organes, y compris sexuels. B. La récupération mentale. La cognition. La cognition désigne l'ensemble des processus mentaux en lien avec la fonction de connaissance. Ces processus activent la mémorisation, la concentration, l'apprentissage, l'orientation dans le temps et l'espace, le jugement, la déduction, les opérations mathématiques, la représentation, etc. Le sommeil fabrique et allonge les liaisons entre les neurones, notamment les axones, ce qui facilite l'apprentissage. Ce mécanisme permet parfois de résoudre un problème ou d'avoir une idée en pleine nuit. La plasticité du cerveau, capacité de modifier sa structure, faciliterait la mise en mémoire durant le sommeil paradoxal. Les choses nouvellement apprises sont acheminées dans la mémoire à long terme et se verront réactivées en cas de besoin. La capacité à conceptualiser, se représenter des mots, l'espace, le temps, les relations entre cause et effet se développent durant le sommeil. 2. La gestion des émotions. Le sommeil paradoxal, stade 5, période des rêves, adapte l'homme aux expériences émotionnelles, positives ou négatives. Cela permet de se reposer du stress ou d'être plus opérationnel émotionnellement parlant avec l'avancée en âge et en maturité. 3. Les troubles du sommeil et leurs conséquences. Le sommeil peut être perturbé par de nombreux facteurs environnementaux, comme le bruit, la lumière, la literie, la température ambiante, le fait de dormir seul ou non, ou par des comportements inadaptés tels que la prise d'excitants, de l'alcool, aliments trop riches au dîner, une activité physique trop tardive ou une heure de coucher retardée. Un sommeil réparateur répond notamment aux besoins de récupération et de régénération de l'organisme. Les troubles du sommeil correspondent à une perturbation qualitative ou quantitative du sommeil. Ils font partie des problèmes prioritaires de santé publique. La consommation de produits visant à agir sur le sommeil le démontrent notamment les somnifères. Les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil sont fréquents. Il peut s'agir de troubles du sommeil mineurs, voire d'insomnie chronique associée à une fatigue ou à une somnolence diurne excessive. Les responsables. Les nouvelles habitudes de vie. Temps passé devant les écrans accrus, horaires de nuit ou décalés, trajets plus longs pour se rendre au travail, etc. La durée et la qualité du sommeil sont affectés. 1. Les troubles mineurs. Ces troubles peuvent être passagers, sans conséquences à court terme. Ce sont des troubles légers. On peut constater des difficultés d'endormissement. Ces dernières sont généralement liées à des soucis ayant une cause objective, perspective d'un contrôle pour un lycéen, attente d'un résultat médical, etc. La lumière bleue des écrans, cette luminosité particulière persiste dans la rétine après l'utilisation de la télévision, de l'ordinateur, des jeux vidéo, etc. Le cerveau croit qu'il fait encore jour. L'alimentation, des déchets d'ammoniac issus de la digestion peuvent encombrer le cerveau et nuire à son bon fonctionnement. Une douleur physique, lumbago, gêne dentaire. Des réveils fréquents peuvent avoir lieu durant la période de sommeil, qu'elles soient nocturnes ou diurnes, comme pour les personnes devant dormir en journée, exemple les professionnels de nuit. Il est également possible de faire des cauchemars récidivants. 2. Les troubles persistants. Lorsque les problèmes de sommeil deviennent chroniques et ou provoquent une altération de santé, ce sont des troubles graves. Insomnie durable, elle se traduit par un sommeil de mauvaise qualité lié à des difficultés d'endormissement et ou des réveils multiples dans la nuit ou trop précoces le matin, en plus d'une difficulté de réendormissement. Les répercussions affectent le bien-être physique, mental, mais aussi social. Parasomnie, phénomènes anormaux ayant lieu pendant les phases de sommeil lent ou de sommeil paradoxal. Somnambulisme, bruxisme, grincement des dents, somniloquie, parole, énurésie, miction involontaire nocturne, apnée obstructive du sommeil, troubles respiratoires liés à l'obstruction de la gorge et par la langue, hypersomnie ou narcolepsie, besoin excessif de sommeil nocturne et d'épisodes de sommeil diurne. Les personnes atteintes d'hypersomnie dorment au minimum 10 heures par nuit et présentent de nombreuses périodes de somnolence durant la journée, la somnolence diurne. Ce phénomène est très handicapant dans la vie sociale et professionnelle. Il est à noter que la narcolepsie est classée dans les handicaps invisibles. Syndrome des jambes sans repos, maladie de Willis
ekbom ou impatience. Il s'agit d'une envie, voire d'un besoin irrépressible de bouger les jambes. La maladie du sommeil. Pathologie parasitaire d'origine africaine, transmise par une mouche, la mouche tsetse. Le parasite se loge dans le système nerveux et l'attaque, provoquant des épisodes de narcolepsie pouvant être gravissimes, voire mortels. B. Les causes et les conséquences de ces troubles. Les causes des troubles du sommeil, les causes de ces les causes de ces troubles sont nombreuses et ont plusieurs origines. Origine environnementale, ronflement du conjoint, bruit, décalage horaire. Origine physiologique, apnée du sommeil, fatigue chronique, dette de sommeil, maladie, narcolepsie, conséquences d'autres maladies, cancer. Origine psychiatrique, dépression, troubles de l'humeur. 2. Les conséquences des troubles du sommeil. Les conséquences de ces troubles portent sur la qualité de vie des personnes atteintes. On observe une somnolence diurne, une fatigue constante, des troubles de l'humeur et une baisse de la vigilance. Les altérations sur la santé d'un sommeil non réparateur sont A. La fatigue et le manque d'énergie physique, élan vital. Faiblesse musculaire, donc responsable notamment des chutes, de courbatures, de pathologies ou de douleurs musculo-squelettiques. De faiblesse du tonus, la personne peut être prise de tremblements nerveux. Signe au niveau du visage, le teint est blanc ou gris, les yeux sont rouges et cernés. Le visage apparaît fatigué au travail, ces manifestations d'épuisement peuvent ne pas inspirer la confiance du client ou de l'usager envers le professionnel. La perte de l'élan vital, fatigue physique et psychologique, perte d'envie, difficulté à se projeter. Ce manque d'énergie est potentiellement un frein aux ambitions professionnelles, la silhouette peut se voûter. B. La somnolence, envie de dormir. Trouble de la concentration, de la mémorisation, un employé peut ainsi oublier les consignes qui lui ont été données et faire une faute professionnelle. Modification de la vision, la vue devient floue, car les muscles oculaires et le cristal ne parviennent pas à accommoder la vision, les paupières se ferment toutes seules. Risque d'accident. Accident de la route domestique et du travail. C. Les troubles de l'humeur et des ressentis. Hypersensibilité émotionnelle difficilement contrôlable. Agressivité, irritabilité, manque de patience, fou rire, la fatigue est psychologique. Avoir une humeur instable et ressentir des troubles relationnels au travail ne sont pas de bonnes conditions pour atteindre ses objectifs professionnels, voire conserver son emploi. Certaines situations peuvent vite devenir insurmontables. Conflit avec un client, accompagner une personne en fin de vie, gérer des comportements difficiles dans le secteur de l'éducation et de la justice. Hypersensibilité des organes des sens, notamment l'ouïe. Ne plus supporter le moins de bruit, hypersensibilité au goût et aux odeurs, avoir des nausées en réaction à des odeurs supportées habituellement comme le tabac ou certains aliments. D. Apparition ou la majoration de douleurs. Hypersensibilité tactile et viscérale avec ce type de douleur, picotement, migraine, pression dans la poitrine, douleur musculaire à l'abdomen. Ces douleurs peuvent apparaître comme une gêne dans l'accomplissement de sa fonction. Elles risquent de devenir handicapantes et de perturber les relations et les activités. E. La baisse de l'immunité, vulnérabilité aux infections par altération ou baisse des globules blancs. Aussi, une personne travaillant en milieu de soins, au tri des déchets et du linge sale, en centre d'épuration des eaux, etc., peut contracter une pathologie d'origine infectieuse. F. Les troubles du métabolisme basal, dérèglement des cycles biologiques, notamment les rythmes circadiens, fabrication et libération des hormones, perturbation des cycles plus courts, modification des pulsations cardiaques et de la fréquence respiratoire, ralentissement ou arrêt de la puberté, dérèglement ou arrêt du cycle menstruel. G. La perturbation des fonctions cognitives, notamment l'apprentissage. Manque de compréhension. La personne ne comprend pas ce qu'elle lit et doit relire plusieurs fois pour intégrer le message et les assimiler. Trouble de la mémorisation. Les souvenirs ne sont plus classés et placés dans la mémoire à long terme. La personne perd les informations, ses affaires, oublie les rendez-vous. Dysfonctionnement dans la transmission des influx nerveux. Ralentissement des influx, les réflexes peuvent venir plus lents. Capacité d'analyse et du jugement au ralenti. Les raisonnements sont difficiles, absents ou erronés. Des erreurs peuvent être faites dans les opérations mathématiques, ce qui est grave pour une infirmière, un ingénieur lors d'un examen, etc. Diminution des capacités intellectuelles ou cognitives, présence de plaques de toxines chargées d'ammoniac. En manque d'attention et de concentration sur une durée longue, défaut d'orientation dans le temps et l'espace. Cela s'avère dangereux dans certaines professions à risque. C'est pourquoi les professionnels amenés à piloter ou à conduire ont des règles strictes de repos à respecter entre deux voyages. C'est aussi pour cette raison que le Code du travail définit précisément les durées légales de repos des professionnels de santé. Les conséquences d'un sommeil insuffisant à court terme et à long terme sont contenues dans les tableaux ci-dessus. Sur le court terme, fatigue et somnolence diurne, troubles de dépression. Sur le long terme, risque de dépression, troubles de l'humeur et irritabilité. Sur le long terme, fatigue et douleurs physiques. Sur le court terme, troubles digestifs, ulcères à l'estomac, constipation. Sur le long terme, perte d'efficacité, de motivation. Sur le court terme, baisse de la perception sensorielle, limitation du champ visuel latéral. Sur le long terme, diminution des défenses immunitaires, grande sensibilité aux infections. Sur le court terme, troubles de la mémoire, difficulté de concentration, diminution du temps de réaction. Sur le long terme, métabolisme perturbé, risque prise de poids, risque de diabète. Sur le court terme, risque accru d'accident de la route et du travail. Sur le long terme, hypertension artérielle, apprentissage plus difficile, difficultés relationnelles dans la vie
familiale et sociale. La pollution sonore. La pollution sonore est très problématique et engendre bien entendu des difficultés d'endormissement et de troubles du sommeil. Quelle solution existe-t-il contre la pollution sonore? Sur le plan légal, le bruit est réglementé la nuit comme le jour. Le tapage, qu'il soit nocturne ou diurne, est sanctionné par le code pénal. Le passage des avions est limité dans plusieurs zones et sous certaines conditions. L'isolation phonique est prise en charge. Isolez vos cloisons, portes et fenêtres par une bonne étanchéité via un double vitrage, un sol flottant ou un doublage acoustique. Utilisez des bouchons d'oreille utiles pour éviter toute perturbation liée au bruit. 4. Quelques conseils pour un meilleur sommeil. Les besoins de sommeil n'est pas le même pour tous. Le besoin de sommeil n'est pas le même pour tous. 5 heures de sommeil suffisent pour les petits dormeurs alors que 9 heures ou 10 heures sont nécessaires pour les gros dormeurs. Notre appartenance à l'une ou l'autre des catégories de dormeurs est déterminée génétiquement. Mais les heures avant minuit comptent double. Les cycles composés de sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal changent au cours de la nuit. Dans la première partie de la nuit jusqu'à 3 heures du matin, le sommeil profond très récupérateur est plus bénéfique que le sommeil léger et le sommeil paradoxal. Mais si vous vous couchez à minuit, le sommeil récupérateur aura lieu quand même par la suite, l'essentiel étant la régularité des horaires du coucher. C'est la sieste compense les dettes de sommeil. La sieste relaxante n'est bénéfique que si elle n'excède pas 15 à 20 minutes. Au-delà, le sommeil profond survient, perturbant le sommeil de la nuit à venir. En France, les siestes chez adultes concernent peu de personnes, alors que dans certains pays, comme au Japon, elle est obligatoire dans nombre d'entreprises. 4. Le sommeil et l'hygiène de vie. Comme toutes les fonctions corporelles, la prévention primaire de la qualité du sommeil est indispensable. Le cerveau en a besoin d'une hygiène de vie propice à son activité, y compris celle de coordination du sommeil. Les facteurs positifs. Certains facteurs ont une influence positive sur la qualité du sommeil. L'alimentation. Il faut qu'elle soit équilibrée et contienne tous les groupes d'aliments nécessaires au fonctionnement du corps. Elle doit cependant être plus légère le soir. Il faut s'endormir avec la sensation de satiété, sensation de rassaisissement de l'estomac. Il est nécessaire que l'alimentation comporte des acides aminés antioxydants, entre parenthèses, qui favorisent l'élimination des déchets d'ammoniac, du sucre, glucides, la principale source d'énergie du cerveau est le glucose, des lipides. Les graisses stimulent le développement des axones et constituent donc la substance grise. Les vitamines PP et B. La vitamine B6 aide à la transformation du tryptophane en acide aminé qui accroît la sécrétion de mélatonine. Le tryptophane est aussi le précurseur de la sérotonine ou hormone du bonheur, de sa relation avec l'humeur. Des protéines, éléments bâtisseurs, source de toute fabrication et régénération, notamment celle des hormones, des enzymes et des tissus. 2. La température corporelle. Pour pouvoir s'endormir, la température corporelle doit chuter de 1 degré environ, soit avoisiner 36 degrés. Le système de thermorégulation assure cela systématiquement lorsque l'organisme se met en veille. Au stade de l'endormissement, entre autres, il n'est donc pas sain de dormir avec des tenues de nuit trop chaudes. Il est conseillé d'aérer la pièce avant, car il faut tenir compte du fait que la température corporelle remonte au cours de nuit, au moment du sommeil paradoxal et du réveil actif. 3. L'environnement, y compris matériel. La température de la chambre sera idéalement comprise entre 18 degrés et 19 degrés, car une neutralité thermique est nécessaire à l'endormissement et à la régénération des tissus et des fonctions. La pièce doit être calme et dans l'obscurité si possible. Mais il faut également qu'elle soit ventilée, sans odeur particulière, notamment produite par des aérosols ou le tabac. La literie est tenue d'être adaptée à l'âge. Matelas ni trop mou ni trop dur, propre, sans nuisible. Puce, punaise de lit acarien, ni substance allergisante, plume. 4. L'état physiologique. Sérénité et bien-être sont deux conditions nécessaires à un sommeil de qualité. En effet, le stress est bien souvent à l'origine de troubles du sommeil. Sur le plan professionnel, plusieurs études ont démontré le lien entre les risques psychosociaux, RPS, et les problématiques de sommeil. Par ailleurs, le sommeil sera plus bénéfique en cas d'absence de douleur au moment de l'endormissement et lors de la poursuite des cycles d'absence de peur en lien avec le sommeil. Ne pas faire de cauchemar, ne pas se réveiller, ou l'environnement, risque d'agression d'incendie, de promiscuité raisonnable avec des tiers, familles nombreuses dans un petit espace. L'état de santé. Bien dormir égale bonne santé ou bonne santé égale bien dormir, point d'interrogation. En effet, le diabète, l'obésité et les maladies cardio-respiratoires, rénales et neurogénératives tiennent une grande place dans les troubles du sommeil. Certains traitements, corticoïdes, psychotropes, induisent des effets sur la qualité du sommeil, l'empêchent ou le provoquent de manière non naturelle. Mais les mesures et les conseils pour un sommeil réparateur. Or, 1. L'hygiène de vie et le comportement. Notre propre représentation du sommeil influe sur la qualité du sommeil. On peut par exemple le juger bienfaisant pour sa santé et son psychisme ou penser qu'il s'agit d'une perte de temps. La maîtrise des mouvements corporels et ceux venant de l'environnement. Voyage en bateau, avion, train modifie la physiologie et la qualité du sommeil. 2. Les rituels d'endormissement. Ces rituels ont vocation à apaiser. Ces rites peuvent être la tisane, livre, verre de lait chaud ou froid, douche, musique, douce et ou des repères qui agissent sur le sentiment de sécurité avant la séparation de la nuit chez l'enfant pour l'adulte, afin de se prouver qu'il a encore la maîtrise de ses pensées et de ses agissements avant de perdre ce contrôle durant le sommeil.
La notion de temporalité journalière, comme cela existe pour les heures de repas chez l'adulte, cela s'apparente plus à une habitude de vie qu'une nécessité de repère dans le rythme de la journée. Ce repère peut être instauré pour les personnes ayant perdu la notion du temps, comme les sujets ayant des démences. Atteinte de démence. 3. Les bonnes conditions d'endormissement, aérer la pièce à sommeil, notamment pour évacuer d'éventuelles odeurs agréables, régler à 19 degrés la température de la pièce, réserver la chambre au sommeil en évitant de regarder la télévision au lit, de travailler ou de manger au lit. Réduire la luminosité, les sons notamment à proximité des aéroports, des rues commerciales, des stades, des casernes de pompiers et des zones de spectacle ou de loisirs en tout genre. Veiller à sa propreté, à sa sécurité, adapter la literie des besoins, sommier, matelas, draps propres, frais. Porter une tenue de nuit en rapport avec la saison, prendre un bain tiède au moins 2 heures avant le coucher aide à la détente et augmente la profondeur du sommeil. Respecter son rythme de sommeil, se coucher lorsqu'on ressent des signaux de sommeil, par exemple paupières lourdes, etc. Éventuellement, selon les goûts, répandre à l'aide d'huile essentielle, une odeur agréable qui détend. Attention cependant à bien faire des recherches quant aux huiles que vous souhaitez utiliser. Attention, huile essentielle. Les huiles essentielles n'a rien d'anodin. Ce sont des substances très concentrées dont l'action sur l'organisme peut être très dangereuse si elles sont mal utilisées. Certaines par ailleurs ne sont pas compatibles entre elles ou ont des actions divergentes. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'être prudent et de bien connaître les propriétés de celles que l'on veut utiliser. 4. Une meilleure alimentation. Ne pas faire de repas trop copieux le soir et éviter le café, l'alcool, le thé ou les épices. Cela améliorera nettement la qualité du sommeil. Évitez également le tabac car la nicotine est un stimulant semblable à la caféine. 5. L'importance du suivi médical et l'observance thérapeutique. Suivre ces traitements, notamment ceux qui soulagent les douleurs physiques et morales. Faire régulièrement un bilan de santé. Ne pas laisser s'installer les troubles du sommeil qui peuvent devenir chroniques. Consulter un médecin. Ne pas utiliser de médicaments sans l'avis d'un médecin. 6. La pratique d'une activité physique. Faire de l'exercice physique régulièrement en journée pour se détendre. Relaxation, yoga, chant, chorale, marche à pied, jardinage, vélo, gymnastique douce, etc. Éviter les activités trop vives chez l'enfant avant le coucher ou la sieste. Inutile de les exciter avant une période de repos. Pour les y préparer, préférez les activités calmes et relaxantes. Ne pas pratiquer un sport ou une activité très stimulante après 18-19 heures. 7. Le plaisir de dormir. Pour bien s'endormir, tout dépend de ses propres rituels, des souvenirs d'enfance ou habitudes. Certaines activités peuvent aider, telles qu'un livre, un bon livre, écouter de la musique, etc. L'éventuelle utilisation des huiles essentielles se fait avec précaution. Attention, les précautions d'emploi des huiles essentielles, le site du ministère de l'économie, des finances et de la relance met en garde contre les points suivants concernant les huiles essentielles. L'usage des huiles essentielles est déconseillé chez l'enfant. L'usage des huiles essentielles est déconseillé chez l'enfant, la femme enceinte ou allaitante, les personnes âgées et les personnes souffrant de pathologies chroniques. Ne jamais injecter d'huile essentielle par voie intraveineuse ou intramusculaire. Ne jamais appliquer d'huile essentielle pure sur les muqueuses, le nez, les yeux, les conduits auditifs, etc. Pour les personnes à tendance allergique, toujours effectuer un test d'allergie avant d'utiliser une huile essentielle. Après un massage ou une application cutanée, se laver consciencieusement les mains. Utiliser un appareil approprié pour diffuser une huile essentielle.